lisez les Oui, mais on remonte. Vous lisez les manuels scolaires, on vous dit qu'il y a la race blanche, il y a les autres races. Et les sociologues, anthropologues français, jusqu'à Vichy, vont prôner cette, comment dire, cette réalité scientifique, ils vont la défendre et vont la travailler. Ça, c'est très important. Ce qui, quelque part, montre des soubassements intellectuels du gouvernement de Vichy qui s'empruntent à la République. Troisième exemple, les antisémitismes. Troisième exemple, les camps de concentration. Qui crée les camps de concentration? La France, quand elle accueille les réfugiés espagnols. Vous parlez d'Espagne. Voilà. Accueille avec, 1938, les décrets d'Aladier, le président du conseil d'Aladier. C'était quels Espagnols? C'était tous les Espagnols? Non, mais, ah non, oh oui, c'est un détail, évidemment. Non, mais attendez, mais c'est pas Monsieur, les Républicains, non. Monsieur, c'était les Républicains. C'est pas des Mais Espagnols. je veux juste dire une chose, vous avez raison, monsieur. C'était les communistes, les... Je me rappelle d'une caricature, justement, parce qu'on parle beaucoup de caricatures, vous avez une France envahie, on vous montre une France envahie, c'est un peu la théorie du grand remplacement d'aujourd'hui. On vous montre une France envahie avec des gens qui ont la faucille et le marteau, la mine patibulaire, qui traversent les Pyrénées et qui viennent s'implanter. Eh ben tiens, mon professeur d'espagnol, c'était son cas. Mais monsieur, en 1938, la France a 10 ans de crise morale, de crise économique, de crise culturelle, on pourrait dire, qui fait que vous avez un gouvernement républicain qui, de bonne foi, prend des mesures d'internement qu'on appelle camps de concentration, c'est dans la loi. J'ai vu la loi, c'est ça. Juste pour faire quoi? Pour accueillir ce qu'on appelle, enfin pour créer la catégorie dite des indésirables. Les indésirables, c'est-à-dire, c'est une catégorie de personnes qui est considérée aux yeux de la loi comme étant, comment dire, à contrôler en France et même à interner. Et cette mesure républicaine de 1938, de novembre 1938, crée des camps. Et la création de camps, c'est une création qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde de camps. Il y a des camps aujourd'hui, ce sont des villes entières. Depuis le ghetto de Varsovie, on a aujourd'hui un monde de camps, une cartographie des camps partout dans le monde, à tel point qu'on ne sait plus si on est dans un camp ou si on n'en est pas. Qui est de bon côté, on est à peu près là-dessus. Eh bien, les camps de concentration de 1938, vous en avez une géographie qui est plutôt du côté de l'Espagne, parce que c'était évidemment pour prévenir les indésirables espagnols, parce qu'ils étaient, vous avez raison de le dire, plutôt des communistes mal accueillis, et, bon, enfin qu'on a accueillis avec difficulté, mais qu'on a accueillis quand même, mais beaucoup ont été parqués, parce qu'ils sont arrivés à 800 000 personnes en traversant les Pyrénées, ils ont été parqués dans des camps, ou alors sur les plages du Languedoc, surveillés par des tirailleurs sénégalais avec des barbelés. Mais évidemment, cette catégorie d'indésirables, ce n'était pas que les Espagnols, parce qu'on y mettra ensuite les Juifs dans les camps. Et si vous prenez juste un exemple, le camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées, à côté de Perpignan. Vous avez Perpignan et juste à côté, vous avez la commune de Rivesaltes. Vous avez là un camp qui est, me semble-t-il, la quintessence même de ce qu'on a créé. Le camp de Rivesaltes est créé par ce décret de 1938, d'abord pour les Espagnols. Et puis les Espagnols ensuite vont évoluer, vont quitter le camp pour certains, vont aller soit retourner en Espagne, souvent pas le cas, parce qu'il y a des Français. On va y mettre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis à la fin de la guerre, on y met des prisonniers allemands. Et puis ensuite, on y mettra, pendant la guerre d'Algérie, des harkis, à la sortie de la guerre d'Algérie. Et donc, il y a ce millefeuille, on pourrait dire, cette superposition, qui fait que si vous allez aujourd'hui au camp de Rivesaltes, qui est un lieu de mémoire depuis quelques années, vous y voyez 3 plaques. Vous avez une plaque qui rappelle les associations juives, vous avez une plaque qui rappelle, qui a été posée par les associations de descendants de fils d'Espagnols, et vous avez une plaque des associations de harkis. Donc vous avez 3 lieux. Un lieu de mémoire à 3, si vous voulez, à 3 entités, en quelque sorte, qui montrent comment, finalement, la gestion des indésirables, dans les années 30, nous ramène à une gestion aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler aussi, on n'emploie pas tellement ce terme d'indésirables, enfin bon, des réfugiés. Et la question des camps est une question qui mérite comparaison avec cette époque. Bien sûr, d'autant plus qu'on parle de la France qui, avec son gouvernement qui part à Vichy, mais on voit aussi que du côté allemand, certains auraient pu lutter contre et ne pas être... dans cette ligne, il y a des gens qui ont peut-être voulu lutter, mais qui n'ont pas pu le faire ou qui ne l'ont pas fait. Et puis d'un autre côté, il y a l'épisode de 59 avec Hannah Arendt qui soulève le problème de la banalisation du mal. Tout à fait, ça c'est très important. Et ça, je crois que c'est un moment... D'ailleurs, certains juifs en veulent record à Hannah Arendt d'avoir osé, entre guillemets, dire ça. De la même manière qu'elle, de son côté, légitimement, entre guillemets, elle dénonce quelque chose qui amène, suite au marxisme, parce qu'elle parle de le marxisme, le totalitarisme, et ensuite une raison qui est tellement endoctrinée qu'elle ne sait plus penser par elle-même. Eichmann, il envoie des trains bondés de juifs, mais lui, il trimballerait, c'est terrible ce que je vais dire, c'est abominable, mais des caisses de Cronenbourg, c'est pareil. Il faut augmenter les effectifs, gagner en puissance, etc. Il perd le sens de... Et le fait qu'elle dise ça à Hannah Arendt, ça fait réfléchir, effectivement. Mais ça met en colère aussi une partie de la communauté juive, en disant non, si c'est dire ça, c'est aussi déresponsabiliser Eichmann, en disant il ne savait pas trop ce qu'il faisait le bonhomme.
Or, pour certains, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ah oui. Il y a un problème, mais c'est un Ils savaient tournant. ce qu'ils faisaient. Mais c'est un tournant. Je Si, dis ils pas savaient le ce qu'ils contraire. faisaient. S'il y avait des fous, il y en avait. Alors, ça c'est bon. Là, on touche à un problème évidemment de récit historique aussi. Parce qu'aujourd'hui, Voilà. Oui. après Hannah Arendt, etc., vous avez eu un temps où on a dénoncé de manière brutale en disant il y a le mal, il y a le bien. Bien, voilà, c'est ça, le manichéisme. Hitler Voilà. c'était le mal, les Allemands c'était le mal. Il y a une frontière entre le bien et le mal, mais on s'est rendu compte avec les travaux d'histoire que cette frontière elle était très. Vous le savez, Je veux dire par juste rapport une au chose. pape, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans pour l'instant. Je veux juste vous Ben dire, oui, parce qu'à un moment donné, il y a eu un décret papal qui a fait que les juifs, à un moment catholique. donné, étaient entre guillemets interdits. Je veux dire, Oh, sur la- c'est sur la- un sur la- voilà. mais- Je Mais non, veux mais- dire sur la question du récit, c'est important de savoir ça, c'est que depuis quelques années, et pas que des récits d'historiens, mais aussi je dirais des Exactement. romans. Regardez Jonathan Little, Les Bienveillantes, ce roman qui a eu le prix Exactement, Goncourt en ouais. 2007 ou 2006. Ouais, ouais. C'est pas fait comme ça pour Sûrement. essayer de quoi? De comprendre les bourreaux. Aujourd'hui, on veut, y compris dans l'histoire, comprendre les bourreaux. Un collègue qui s'appelle Chapoutot, Johan, à Paris, qui travaille sur. Il a lu tous les écrits hitlériens. Il fallait les écrits, il faut y aller. Et il a essayé de tirer la banalité de ce que La tu dis. banalité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, en Allemagne, être un nazi convaincu que l'on est dans la bonne voie, dans le bon chemin. Qu'est-ce qui fait qu'on a pu enfanter une telle automaticité quotidienne d'un comportement qui fait qu'on est effectivement directeur d'un camp de concentration et que l'on compte le nombre de gens qu'on a gazés, qu'on a déportés, etc. C'est-à-dire que notre société moderne a pu enfanter ce type de comportement. Voilà. l'élément Voilà, qui est très- ça c'est important. Mais l'idée que cette chose est terminée en 1945 est aujourd'hui révolue. On se rend Bien compte sûr. que voilà, voilà. cette fin de l'histoire de 1945 est une fin qui aujourd'hui a été dépassée de 50 et 60 ans et que depuis 50 et 60 ans on a d'autres types de comportements. Donc ce qu'on a pu penser, ce qu'on a cru pouvoir mettre en place, c'est-à-dire une sorte comment dire, de mise à bas des comportements les plus vils et les plus difficiles à cette époque-là, et bien on se rend compte que c'est un combat vain, c'est un combat qui n'amène finalement pas à une amélioration, on pourrait dire, de l'humanité. Et dans ce cadre-là, effectivement, on se rend compte que cette histoire d'après 45 est une histoire qui amène un peu à gommer ces attitudes. Dernière question, parce qu'on va aller boire le verre de l'amitié. Vous avez bien compris qu'on a énormément de choses à dire, le sujet est passionnant. Mais en même temps, il y a aussi la question de, après la guerre, ceux qui sont descendus du train en marche, ceux qui finalement ont obtenu des postes de hauts fonctionnaires d'État, Ouais. des gens qui quelque part n'étaient pas forcément très fréquentables non plus, et qui ont bénéficié d'une sorte d'impunité malgré tout. Bah oui, après la guerre, il y a Ah, effectivement... bon, ce qui est intéressant, c'est les parcours. C'est-à-dire que vous avez... ce qui est intéressant, c'est de saisir des individus à travers les événements. Oui. Comment est-ce qu'on sait comment un individu, y compris un individu inconnu, enfin, je dirais un Ouais, inconnu mais c'est d'histoire, embarrassant c'est- quand même. Bien sûr. Non, sans parler forcément des gens connus, bon, on peut parler de Papon, etc. Oui, Bon, non, Papon, non, vous avez Papon pendant la Oui. Seconde Guerre mondiale, vous avez Papon pendant la guerre d'Algérie, et vous avez Papon ministre du budget sous Barre. Bon. Mais vous avez aussi des gens, je dirais des cohortes, ça aussi c'est l'histoire, c'est-à-dire s'intéresser à des inconnus, de voir comment est-ce qu'ils ont pu se positionner pendant la guerre, à quel moment ils deviennent ou pas résistants, bon. Et puis après comment est-ce qu'ils vivent les événements de la guerre d'Algérie et comment est-ce qu'ils vivent les événements de mai 68. Parce que évidemment cette génération de gens qui sont nés on va dire en 1920, 1925, 1920 plutôt, qui ont été matures à la guerre, ont connu évidemment un déroulé. Hein. Et voilà, l'histoire, ça peut être des individus, ça peut être des générations aussi. Ouais. Hein, la génération comme la mienne, qui est née en 65, on n'a pas vécu on a un autre déroulé de l'histoire. Mais ceux qui ont connu ces tourments de l'histoire, qui ont connu à intervalles limités des guerres successives, voir la manière dont ils se comportent. Je prends par exemple Soustelle, Jacques Soustelle, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, et Algérie française à l'extrême à l'époque de la guerre d'Algérie. Bon, c'est intéressant de voir cette attitude. Hein, Germaine Tillon qui va entrer au Panthéon demain, pareil. Hein, elle est dans une attitude de résistante pendant la guerre, et puis son attitude pendant la guerre d'Algérie est intéressante parce qu'elle est à la fois ethnologue et en même temps très proche des milieux indépendantistes autour de ça. Donc c'est Ça assez. pose oui, question quand même tout ça. ça pose question. Parce que C'est-à-dire que Évidemment. si la posture du résistant va éclater dans les périodes qui vont suivre avec des attitudes très très Pas que différentes. résistant quand on pense Non, à le l'inspecteur, collaborateur voilà, aussi. le collaborateur. On peut voir l'autre exemple, Voilà, un collaborateur voilà. qui sera pro-Algérie indépendante. Enfin, je veux dire, toutes ces postures, c'est intéressant parce que ça crée ce qu'on appelle de l'intersectionnalité, Exactement. c'est-à-dire qu'on réfléchit sur des individus en fonction des pivots dans lesquels ils se trouvent dans l'histoire. Ça, c'est très intéressant. Exactement. Et aussi, ce qui est intéressant aussi, ce sont les alliances politiques qui se créent. Juste, peut-être, je ne sais pas si vous savez ça, peut-être que vous savez. Est-ce que vous savez ce que c'est le Front de la Liberté?
le Front de la Liberté en 1937. On a parlé du Front National qui était... Alors il y a eu un Front National, le Front National, qui était le Front National communiste en 1945. Alors le Front de la Liberté, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup évoqué le Front de la Liberté au moment, le rapport au Front National de la droite. Le Front de la Liberté, c'était au moment du Front populaire, monsieur, beaucoup de partis politiques de droite et même d'extrême droite, évidemment, se sont inquiétés de quoi? D'un Front populaire qui serait soumis à Moscou, et exactement. on a vu de vie arriver les rouges en France à ce moment-là. Pas seulement. Donc on a voulu, on a pensé et on a essayé de mettre en place un Front de la Liberté, c'était des alliances entre la droite et l'extrême droite. Ah, voilà. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée de François Hollande au pouvoir, il y a eu des discussions. Il y a eu des cas où la droite et l'extrême droite se sont liés pour des alliances électorales. Dans les années 80, au moment où Le Pen a pris de l'importance, il y a eu des députés de droite qui se sont été élus grâce au vote de l'extrême droite.